Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Essentiel, l'émission qui vous dit tout sur l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à l'alimentation, de la consommation locale à la production responsable. Manger bon, bio et sain, est-ce vraiment possible à l'heure où à l'Assemblée nationale et au Sénat se débattent et se discutent des lois autour par exemple de la possibilité d'introduire dans la restauration collective des produits issus de l'agriculture biologique, ou alors encore se vote, et pour la première fois au monde, une loi consacrée au gaspillage alimentaire et à la façon de le limiter. J'ai donc le plaisir de savoir si, par exemple, les producteurs vont s'adapter à ces contraintes, si les entreprises vont suivre le mouvement. Autant de questions auxquelles nos invités vont répondre sur ce plateau. J'ai l'honneur de recevoir des experts de l'économie sociale et solidaire, des experts de l'alimentation durable et responsable. Je vais commencer par vous présenter l'invité qui a pu, et grâce à son idée, à son initiative, voter cette fameuse loi sur le gaspillage alimentaire. J'ai l'honneur de vous présenter Arash Derambache. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc cette loi, c'est par vous qu'elle est arrivée et qu'elle a été votée. C'est d'abord un sujet collectif. Après, moi, sur le vécu que j'ai eu, je l'ai initié. On a monté une pétition avec Mathieu Kassovitz. On a monté une pétition française qui a été signée par plus de 211 000 personnes, soutenue notamment par One France, fondée par Bono. Et on a monté ensuite une autre pétition européenne soutenue par la Croix-Rouge française et Action contre la faim. On est quasiment à 800 000 signatures. L'objectif pour nous était très simple. Il y a des supermarchés qui jetaient depuis de nombreuses années des invendus consommables dans les poubelles. Et de l'autre côté, on avait une classe moyenne invisible qui, après le 10 du mois, ne pouvait plus en fait payer ses charges, son loyer ou autre chose. Et n'avait plus de pouvoir d'achat pour faire ses courses. Donc il fallait mettre bout à bout les deux absurdités, le gaspillage alimentaire d'un côté, des supermarchés en l'occurrence, et le manque de pouvoir d'achat de l'autre, de ces classes moyennes, et trouver une solution. D'où cette loi. D'où la loi qui oblige aujourd'hui les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à céder leurs invendus consommables à l'association de leur choix. Si le supermarché refuse, c'est une amende de 3 750 €. C'est une première dans le monde et c'est la France qui vient de la faire voter. Et c'est grâce à vous, je vous remercie. En face de vous, un autre invité prestigieux, François Pasteau. Bonjour. Alors vous avez plusieurs fonctions. L'une d'elles, c'est d'être président de l'association Bon pour le climat. Tout à fait. Cette association a quelle vocation ? Alors, être bon pour le climat, pour un chef de cuisine, un restaurateur, mais pour vous aussi, consommateurs, c'est s'approvisionner localement, de saison, et privilégier les protéines végétales ou les végétaux par rapport aux protéines animales. Ça ne veut pas dire devenir végétarien, ça veut dire acheter du très bon, le déguster en plus petite quantité, notamment au sujet de la viande, afin de réduire l'empreinte carbone dans vos assiettes, qui correspond à 30% des gaz à effet de serre. Donc on peut être un acteur positif pour le climat 3 fois par jour. Et vous avez aussi une autre fonction, c'est celle de présider une ONG qui s'appelle SeaWeb Europe. Voilà, SeaWeb Europe, c'est une ONG qui a un but pédagogique auprès de tous les acteurs de la filière afin de n'utiliser que des poissons qui sont issus de la pêche durable. Alors qu'est-ce que c'est qu'un poisson issu de la pêche durable ? C'est un poisson dont les stocks sont suffisamment importants pour ne pas mettre en péril l'espèce. En face de vous, Gilia Bataille, vous avez cofondé Freegan Pony. C'est ça, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors Freegan Pony, qu'est-ce que c'est ? Donc Freegan Pony, c'est une cantine associative et participative dans laquelle on cuisine des aliments invendus qu'on a récupérés à Rungis, donc des fruits et légumes. Et donc les gens qui viennent dîner chez nous, on les sensibilise au gaspillage alimentaire par ce biais, en leur donnant des chiffres, en leur expliquant un petit peu le pourquoi du comment et du projet. Et en face de vous, Charles Rognaudin, vous avez fondé, vous, Auparagé. Qu'est-ce que c'est Auparagé ? Exactement. Alors Auparagé, c'est une start-up anti-gaspillage. Donc ça ressemble un peu au Freegan Pony. Donc on est 4 cofondateurs qui sortent d'une école de cuisine, Ferrandi. Donc on récupère également des produits qui sont destinés à être gaspillés, notamment grâce à Phoenix, qui est une entreprise qui permet de faire le lien entre les grandes surfaces et les autres associations. Et donc nous, on utilise notre savoir-faire gastronomique pour réutiliser ce gaspillage. Donc vous avez tous un lien forcément. Nous allons donc pouvoir ouvrir le débat autour de l'alimentation durable et responsable. Moi j'aimerais savoir d'abord, est-ce que vous avez une définition sur ce qu'est l'alimentation durable ou responsable ? L'alimentation
qui d'abord doit permettre aux citoyens de s'émanciper et d'être libres de choisir ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le citoyen n'est pas libre, subit et est victime derrière. Je pense notamment à des maladies qui peuvent être la conséquence de cette mauvaise alimentation, la surproduction et le manque de pouvoir d'achat parce que les prix ont explosé. Donc du coup, ce système aujourd'hui est injuste, il est inéquitable et il est dangereux. Il faut tout remettre à plat clairement, hein, et tous les protagonistes que vous voyez ici autour de la table œuvrent pour un mieux-disant et je veux dire un monde meilleur. Alors justement, qu'est-ce que serait une alimentation responsable ou durable ? Une alimentation responsable et durable, c'est avant toute chose, je pense, s'approvisionner de très bons produits, de très grande qualité, dans le respect du produit et dans le respect des hommes, de l'humain qui est derrière, tout en se faisant plaisir. En fait, c'est ça le secret. C'est quand vous achetez un très bon produit, vous n'allez pratiquement pas le gaspiller, vous allez pouvoir l'optimiser jusqu'au bout. C'est l'utiliser jusqu'au bout. Vous allez avoir pratiquement pas de déchets. Exemple ? Allez, je vais prendre un exemple tout simple. Tout le monde connaît le fenouil. Vous prenez un bulbe de fenouil. Vous avez toujours la belle partie du fenouil. Vous allez faire une salade avec le bulbe ou cuire ce fenouil. Avec les tiges vertes qui généralement finissent à la poubelle. Moi, je fais une compotée de fenouil avec. J'en crée un dessert ou une crème glacée. Donc vous voyez, et si jamais il me reste encore des toutes petites parures que je ne peux vraiment pas utiliser, je trie mes biodéchets. Mes biodéchets sont soit méthanisés, soit on en fait du compost. Donc vous voyez, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Mais j'insiste bien, tout en se faisant plaisir. Hein, ne pas gaspiller, c'est pas aller chercher quelque chose dans la poubelle, c'est avant de le mettre à la poubelle, d'en faire quelque chose. Voilà. Et votre définition à vous ? Ça rejoint ou c'est un peu différent ? Oui, non, ça rejoint. Après, moi, ce que je constate beaucoup, c'est une méconnaissance du système alimentaire. Les gens n'ont pas forcément le temps et où ils n'ont pas été éduqués convenablement sur les produits, sur tout le circuit alimentaire en général et sur cette industrie-là. Et du coup, je ne sais pas si peut-être commencer par rééduquer les gens, les consommateurs serait l'étape principale et à partir de là, on pourrait peut-être avoir une vraie alimentation responsable parce que tout le monde réfléchirait réfléchirait de manière vraiment plus consciente aux produits qu'ils consomment. Alors, rééduquer le consommateur, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, et également, les consommateurs ne se rendent pas compte, de l'impact qu'on a en mangeant, parce que c'est quelque chose qu'on fait 3 fois par jour. Et on ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur la planète et aussi sur nous. Parce que c'est tellement habituel, on ne se pose plus la question. Donc, Donnez un exemple concret. Un exemple concret, quand on mange de la viande, comme disait Chef Pasto, on ne se rend pas compte qu'il y a eu énormément d'eau qui a été utilisée pour produire leur nourriture, d'eau qui a été utilisée pour les boire. 14 000 litres pour 1 kilo de viande. Exactement. Et donc du coup ça c'est un exemple concret, les consommateurs ne se rendent pas compte et c'est caché en fait. Et donc peut-être par une sensibilisation par rapport à ça pourrait faire changer la consommation. Mais alors là vous blâmez le consommateur mais le producteur il a quand même une vraie responsabilité, tout part du départ, non ? C'est une chaîne alimentaire comme l'a très bien dit ma voisine. La chaîne alimentaire, ça va d'abord du producteur, mais avant, c'est-à-dire l'agriculteur et le paysan, jusqu'au consommateur final. En réalité, ce système est mal défini pour une raison très simple, c'est qu'il y a quasiment aujourd'hui que des perdants et très peu de gagnants. Qui sont les perdants ? Les perdants d'abord sont les paysans, les agriculteurs, qui vendent à perte, à bas coût, leurs produits, qui sont des produits frais. Les supermarchés récupèrent, font exploser les prix. Ils vendent également des produits qui sont, à mon sens, et de façon complètement aujourd'hui unanime, les gens disent très bien, et le savent, que ces produits souvent ne sont pas aujourd'hui aux normes, souvent parce qu'il y a notamment parfois des pesticides. On prenait un exemple, des pesticides. Et au final, les seconds perdants dans cette affaire, ce sont les consommateurs. Pour une raison très simple, c'est que leur pouvoir d'achat a baissé, les prix ont explosé. Et donc du coup, comme je l'ai dit au départ, dans ce système dans lequel on vit aujourd'hui, il y a 3 problèmes. Le premier problème, c'est le problème au niveau sanitaire. On ne sait pas ce qu'on mange, comme il l'a très bien dit. Deuxième problème, c'est un problème de pouvoir d'achat. Les prix ont explosé et donc le consommateur ne s'y retrouve plus au même titre que les paysans
et les agriculteurs. Troisième problème, on est dans un système de surproduction. On produit plus que ce qu'on consomme, d'où le gaspillage alimentaire. Je rappelle juste par exemple que 19% en France, 19% des aliments qui sont produits sont jetés immédiatement. C'est énorme. C'est monstrueux. Alors ça, c'est le constat. Mais quelles seraient les solutions, justement, pour arriver à limiter tous ces effets négatifs et pervers? Moi, je veux revenir un petit peu. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Arash. Mais justement, la meilleure façon de contrer tout ça, c'est justement de mieux faire vivre ces paysans, ces agriculteurs, ces éleveurs. Et comment? Eh bien, c'est acheter le bon produit au juste prix. Et d'en consommer un petit peu moins. On n'a pas besoin de manger autant de viande par jour. On n'a pas besoin de manger autant par jour. Mais on a besoin de manger des produits de très grande qualité. Donc, être gagnant pour tout le monde, c'est acheter de très bons produits qu'on va peut-être payer un petit peu plus cher. Mais au bout du compte, il y aura moins de gaspillage. L'éleveur ou l'agriculteur va mieux gagner sa vie. Et ça va faire un cercle vertueux, forcément. Hein, tout le monde va y trouver son compte. Vous savez, il y a des personnes qui sont capables d'acheter une carotte râpée à 24 € le kilo, qui ne va pas être bonne, qui va être trop sucrée, trop salée, alors que quand vous avez, et qui râlent d'acheter une carotte bio à 2,50 €. Mais je leur dis, mais achetez une carotte bio à 2,50 €, vous allez faire beaucoup plus de carottes râpées qu'avec le petit sachet que vous allez avoir acheté à 24 € le kilo. Alors les solutions du chef Pasto sont intéressantes, mais pour quelqu'un comme moi qui ne sait pas cuisiner, on fait comment? Alors là-dessus, il faut justement, il faut s'informer sur comment on peut cuisiner. Et il y a également beaucoup de produits qui deviennent responsables, enfin beaucoup de start-up, notamment même qui vendent dans les grandes surfaces maintenant, qui font attention à comment ils produisent leurs produits. Je pense notamment au lait de vache par exemple. Enfin, où tout ça ils font attention. Donc si on n'a pas le temps ou qu'on ne sait pas cuisiner, il y a toujours moyen de prendre des cours ou alors d'essayer de consommer mieux d'une autre façon. Donc il faut éduquer un peu le consommateur, c'est ça, Julia Bataille? C'est ça, oui. Et puis les pousser à acheter les produits bruts, essayer de travailler. La cuisine, ça s'apprend. Il y a pas de. Après, il y a des talents, j'en suis sûre, mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Après, moi, j'insiste sur rééduquer les consommateurs et peut-être après, d'une façon plus globale, se débarrasser un peu de tous les lobbies qu'il y a sur l'alimentaire. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui beaucoup l'accès à une bonne cuisine pour beaucoup de gens, en fait, parce que même si on le veut, on n'en a pas toujours les moyens. Pour moi, ça reste un fait. Même si on peut apprendre à bien se nourrir, il y a quand même tout un pan de l'industrie alimentaire aujourd'hui qui n'est pas accessible à tout le monde. Justement, il y a des lois qui sont votées en ce moment, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffira à changer les choses, les mentalités, à faire en sorte que les producteurs s'adaptent? Julia a tout dit. Il y a 2 points essentiels sur les solutions, parmi tant d'autres. Mais première solution, l'éducation, dès le plus jeune âge, au manque de pédagogie. En Allemagne vient d'être votée une loi qui est pour moi essentielle sur la date de péremption. C'est-à-dire qu'il y a toute une forme de barème sur ce que c'est que le produit qui est périmé. Mais on peut encore manger le produit quand bien même il n'y a plus de goût. Sauf qu'en Allemagne, on l'évalue. En France, c'est soit périmé, soit pas périmé. Je rappelle juste par exemple que la date de péremption en France, pendant longtemps, avant qu'on pose ce problème sur la table, c'était un problème pour les supermarchés de date de péremption. Alors que tout le monde sait très bien que vous le premier, vous avez déjà mangé un yaourt périmé entre 15 guillemets. jours après. Et en fait, la réalité, c'est que cette date, en fait, c'est pas une date de consommation, mais de vente. Quelle est la seconde solution dont parlait très bien Julia? Elle disait les lobbies. Lorsqu'on s'est attaqué, moi, je suis élu depuis 2 ans seulement, mars 2014. Les 2 premiers supermarchés qui m'ont refusé, c'était Franprix et Monoprix. Je suis allé ensuite voir Carrefour Market, qui m'a accepté pendant 2 mois de faire une distribution immédiate. Pendant 3 fois par semaine. Qu'est-ce que c'est une distribution immédiate? C'est-à-dire que je n'avais pas la chambre de froid, je n'avais pas la logistique, je n'avais pas la chambre qui me permettait de stocker la nourriture. Donc c'est directement vendu aux consommateurs. Je suis allé voir Carrefour Market, je leur ai dit voilà, moi j'ai pas tout ça. Mais donnez-moi vos invendus à 8h30, donc une demi-heure avant la fermeture de votre magasin. Moi et mes amis bénévoles, on vient récupérer les invendus, on les donne directement à la classe moyenne, puis au SDF. Figurez-vous que ça représentait 500 € tous les soirs. Ça nous a permis de nourrir une centaine de personnes, 50 personnes de la classe moyenne invisible et une cinquantaine d'SDF. Sauf que ça, ce n'était pas encadré par la loi. D'où la loi. On en a fait une loi
aujourd'hui cette solution parmi tant d'autres. Mais est-ce que la loi finalement fait déjà effet? Mais il y a plus de 300 associations déjà qui bénéficient aujourd'hui en 4 mois. C'est un rapport que je viens de faire là dans la tribune, que je viens de publier aujourd'hui dans le Figaro Vox. On ne peut pas changer la Lune du jour au lendemain. C'est une montagne. On s'est attaqué d'abord à un gros lobby qui est l'agroalimentaire. Vous savez que lorsque je me suis attaqué à ce sujet, je me suis pris des tas de coups. Parce qu'ils financent beaucoup de choses. Il y a des élus qui sont très... en lien avec l'industrie agroalimentaire, bien sûr. Ils financent beaucoup d'associations. C'est un sujet qui est vraiment très pris au sérieux pour une raison très simple. C'est que la grande distribution a des intérêts dans tout ça. Je rappelle juste qu'avec cette loi, pendant longtemps, les supermarchés qui jetaient la nourriture récupéraient la TVA. Donc ils gagnaient de l'argent en jetant la nourriture. Donc il faut arrêter ça. C'est arrêté maintenant, c'est fini, la loi l'arrête. Mais il y a des tas d'autres choses qu'il faut faire. Si vous voulez faire passer des lois systématiquement, ce n'est pas une bonne chose parce qu'il faut éduquer d'abord. Mais c'est tout un système qu'il va falloir remettre à plat. Gilia, vous voulez rajouter quelque chose? Cette loi, je pense qu'elle a eu un effet, notamment avec des entreprises comme Phoenix, qui permettent de faire l'interface entre les assos et les entreprises. Et au-delà de ça, ça a vraiment réveillé les consciences, même avant qu'elle soit votée. Je sais que nous, quand on a démarré le projet Frigan Pony, on a eu beaucoup de gens qui ont eu des facilités parce qu'ils se rendaient compte que c'était le sens de la marche, qu'il fallait réfléchir un petit peu à ces questions-là. Et la loi ne s'applique pas forcément dans notre cadre à Rungis, mais à Rungis, c'est des très bons élèves dans le domaine du non-gaspillage. Donc ils sont en avance. Ils essayent vraiment de mettre des choses en place. Ils ont un taux de perte qui est assez faible. Après, ils font des biodéchets, etc. Mais globalement, c'est pas de l'ordre de 19%, c'est beaucoup moins là-bas. La loi ne peut pas tout faire, donc il y a des associations comme Frigan Pony ou Oparagé. Vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour faire changer les mentalités? Alors concrètement, pour faire changer les mentalités, nous on a fait par exemple des ateliers culinaires, notamment à la Sorbonne, où on a appris à justement optimiser le produit. Donc le fameux fenouil. Voilà, par exemple. Mais ceux qui n'aiment pas le fenouil. Alors, ceux qui n'aiment pas le fenouil, on peut faire ça avec toute autre chose. Par exemple, avec des citrons, par exemple, on peut utiliser le jaune, le blanc. On peut faire une crème de citron avec le zeste, le blanc du citron. Et on peut vraiment tout utiliser dans beaucoup de produits, en tout cas. C'est juste une question d'éducation, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà d'utiliser le produit à son maximum? Quelles sont les pistes à étudier au-delà des lois, au-delà des associations? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui reste à faire mais je vais me répéter, c'est acheter de très bons produits. Parce qu'il y a moins. Vous savez, quand vous achetez une très bonne viande, vous allez payer un petit peu plus cher, mais vous allez avoir beaucoup moins de pertes à la cuisson. C'est ce qu'oublie souvent le consommateur. Et il faut notamment l'éduquer, comme vous disiez tout à l'heure, le rééduquer là-dessus. Vous achetez un très bon morceau de viande, vous allez le mettre à cuire, vous allez voir quelquefois 30% de perte dessus si c'est un mauvais morceau de viande. Enfin mauvais, pas en termes bactériologiques, mauvais en termes de qualité. Alors que si vous allez acheter un bon morceau de viande, vous allez avoir moins de pertes, ça va vous coûter un peu plus cher, mais in fine, au bout du compte, ça ne va pas vous coûter beaucoup plus cher. Et puis moi, j'ai beaucoup d'espoir, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il y a un lobbying de l'agroalimentaire, lobbying tout ça. Moi, je rencontre des maraîchers, de jeunes maraîchers, qui s'installent avec une vision totalement différente, et c'est eux qui sont dans le vrai. Ils font de la qualité, on va les rémunérer à leur juste prix, on va revenir à des vraies valeurs, parce que le consommateur, il en a marre. Je peux vous dire que je discute énormément avec mes clients au restaurant, et c'est pas un effet bobo, c'est pas un effet de mode. La marche est partie, le consommateur ne veut plus de mauvais produits. Effectivement, il y a quelquefois la barrière de l'argent, mais il commence à comprendre que quelquefois, en achetant un produit un petit peu plus cher, ça va pas lui coûter à la finale plus cher. Alors, le politique aussi intervient pour faire changer les mentalités. On l'a vu avec votre loi sur le gaspillage alimentaire. Quelle est la prochaine étape pour vous? J'ai lancé un appel à Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. En France, on a entre 8 à 10 millions de personnes qui vivent sous un niveau que j'appelle le niveau de la classe moyenne invisible. Dans l'Union européenne, c'est 80 millions, monsieur. Il y a des moments où on peut discuter et des moments où il faut agir. Et là, on est dans l'action, là. On ne peut pas systématiquement faire des rapports pour savoir si ça, c'est bien ou c'est pas bien. Il faut juste du bon sens. Donc justement, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, décline la loi qui vient d'être votée en France, dans tous les pays de l'Union européenne,
On a lancé un appel, je reviens par exemple du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville va le faire voter, l'Afrique du Sud pareil, le Canada, l'Australie, l'Argentine Donc pareil. là, c'est plus l'Europe, c'est le monde. Bien sûr, c'est une loi globale qu'il faut. Parce que c'est juste du bon sens. Vous savez, c'est très simple, hein, en 30 secondes. Les supermarchés n'ont pas les mêmes noms dans le monde, mais se comportent de la même façon. On a les mêmes classes moyennes partout dans le monde et on a les mêmes SDF. Au final, la lutte contre la faim et la soif, qui sont la base pour nous, êtres humains, ça doit être le combat primordial. Parce que si vous avez faim, monsieur, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réviser, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas présenter une émission de télé et vous ne pouvez pas avoir l'esprit tranquille. La base, c'est de revenir en fait au classique. Manger, boire et s'épanouir. Je pense que c'est ça en fait finalement ce que c'est que le bonheur. Eh bien, on termine sur ces mots. Donc, le bonheur, ça passe par une bonne alimentation, une bonne éducation autour de l'alimentation. Je vous remercie, chers invités, d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission essentielle. Merci beaucoup. Au revoir.